Laissez-moi tranquille. Je ne trouve pas ma fille. C'est tout ce que j'ai. Pourquoi est-ce que je vis? S'écria Fête, désespérée. Il était une fois, au cœur d'une ville nommée Éo, une jeune femme nommée Fête. Elle était récemment devenue veuve, ayant perdu son mari 6 mois seulement après leur mariage. Cette perte la bouleversa et elle se retrouva au bord du désespoir. Cependant, quelques jours après sa mort, elle découvrit qu'elle était enceinte de 3 mois. Cette nouvelle raviva une lueur d'espoir dans son monde brisé. Fête, qui avait cru n'avoir aucune raison de continuer, trouva désormais un but à la vie qui grandissait en elle. Quelques mois plus tard, elle donna naissance à une magnifique petite fille qu'elle appela Chloé. Chloé devint le phare qui guida Fête à travers les ténèbres, emplissant son cœur d'espoir et de joie. Déterminée à élever sa fille avec tout l'amour qu'elle avait, Fête se consacra entièrement à son éducation. En grandissant, Chloé devint une enfant intelligente et belle, ne causant jamais de problème à sa mère. Elle était une source de fierté et de bonheur pour Fête. Cependant, au fil des années, Fête commença à percevoir une tristesse discrète chez sa fille. Bien que Chloé fût sage, elle se sentait souvent seule. Fête, qui travaillait comme infirmière de bloc opératoire, était souvent absente de la maison en raison de son travail exigeant. Chloé passait donc la plupart de son temps à la garderie ou seule à la maison, et aucun cadeau, même un iPad, ne pouvait combler le vide laissé par ce manque de compagnie. Le cœur de Fête se serra de culpabilité, car elle réalisait que sa fille aspirait à davantage de relations humaines. Un week-end, une famille emménagea dans l'appartement voisin de celui de Fête. M et Madame Compagnie, riches, dirigeaient une entreprise technologique prospère. Ils avaient 3 fils des triplés prénommés John, Jude et Jay. Fête fut soulagée d'avoir de nouveaux voisins après tant d'années passées seule avec sa fille. Elle remarqua le changement d'attitude de Chloé peu après l'emménagement des compagnies. La petite fille, autrefois réservée, devint pleine de vie, les yeux pétillants d'excitation. Chaque jour après l'école, Chloé se tenait près de la fenêtre, scrutant le jardin des compagnies. Intriguée par le nouveau comportement de sa fille, Fête s'approcha un soir de la fenêtre et vit ce qui avait captivé l'attention de Chloé. Les triplés compagnies jouaient au football dans leur jardin. Le cœur de Fête était brisé. D'un côté, elle était heureuse de revoir sa fille sourire, mais de l'autre, elle se souvenait de la solitude de Chloé. Lorsque Fête demanda à Chloé pourquoi elle était si fascinée par les garçons, Chloé exprima son envie d'aller jouer dehors avec eux. « Mais Chloé, dit Fête, ce sont des garçons, et ils sont plus âgés et plus forts que toi. Tu pourrais te blesser. »« Je sais, maman, répondit Chloé. Mais je pourrais peut-être leur parler ou étudier avec eux. On pourrait être amis. Je n'ai pas d'amis avec qui jouer. » Les jours suivants, Chloé supplia sa mère de la laisser jouer avec les garçons de la compagnie. Fête résista d'abord, car elle ne connaissait pas bien la famille. Cependant, voyant le moral de Chloé décliner à nouveau, Fête finit par céder. Elle décida d'emmener Chloé rencontrer les voisins. « Allons dire bonjour aux compagnies, » dit-elle un après-midi. « Vraiment, maman? Tu es sérieuse ?» Les yeux de Chloé s'illuminèrent d'excitation. « Oui, ma puce. Habille-toi vite, je vais préparer des chocolats, » répondit Fête. Chloé courut dans sa chambre et enfila précipitamment ses plus beaux vêtements. Elle attendait déjà avec impatience dans le salon lorsque sa mère eut fini de préparer les chocolats. Lorsqu'elles arrivèrent à l'appartement des compagnies, Fête sonna à la porte et une jeune femme élégante ouvrit. C'était Madame Compagnie. « Bonjour, je m'appelle Fête et voici ma fille, Chloé. Nous habitons à côté. Nous avons apporté des chocolats pour vous souhaiter la bienvenue dans le quartier, » dit Fête chaleureusement. Madame Compagnie sourit et les invita à entrer. Les 2 femmes sympathisèrent rapidement, parlant comme si elles se connaissaient depuis des années. Au bout d'un moment, Madame Compagnie appela ses fils en bas pour leur faire la connaissance de leurs nouveaux voisins. « Les garçons, voici Madame Fête et sa fille, Chloé. Ils habitent à côté. »« Bonjour, Madame Fête. »« Bonjour, Chloé », saluèrent chaleureusement les garçons. Fête était ravie de voir la politesse des garçons. « Vous avez fait un travail formidable avec vos enfants », complimenta-t-elle Madame Compagnie, qui rayonnait de fierté. Chloé, qui attendait patiemment, prit enfin la parole. « Maman, je peux aller jouer avec eux maintenant ?» Fête, voyant la joie dans les yeux de sa fille, sourit et dit « Oui, bébé, tu peux. » Au fil du temps, Fête et Madame Compagnie, prénommée Amélia, se sont rapprochées, partageant leurs histoires de vie.
Faith s'est confiée sur la douleur de la perte de son mari et sur les difficultés qu'elle rencontrait à concilier travail et éducation de Chloé seule. Amelia, compréhensive, a proposé à Chloé de venir jouer avec ses garçons après l'école. « Tu es toujours occupée. Alors pourquoi ne pas laisser Chloé passer du temps avec mes garçons? Ils pourront l'aider à faire ses devoirs, et ça te soulagera », a suggéré Amelia. Au début, Faith hésitait, mais après réflexion, elle a accepté. Chloé serait heureuse et cela allégerait le fardeau de tout gérer seule. Le lendemain était un jour férié et Chloé n'avait pas école. Faith a reçu un appel d'urgence de l'hôpital et a dû partir travailler à l'improviste. Elle a emmené Chloé chez Madame Compagnie avant de partir. Chloé était ravie de passer la journée avec ses nouveaux amis. En partant, Faith se sentait à l'aise, confiante que sa fille était entre de bonnes mains. Cependant, les choses ont mal tourné après le départ de Faith. Sarah, la nounou qui les avait accueillis à la porte, a rapidement changé d'attitude. Elle a emmené Chloé dans le salon où les garçons regardaient la télévision et lui a dit froidement « Assieds-toi ici et regarde. Ne me dérange pas, sauf urgence. » Peu après, Sarah a quitté la maison, laissant Chloé et les garçons seuls. Chloé est restée assise dans le salon pendant des heures, attendant que quelqu'un lui offre à manger. N'ayant plus faim, elle est montée demander à manger aux garçons. Mais John, trop absorbé par son jeu, l'a repoussé. « Attends, Chloé. Je suis en train de faire quelque chose, » a-t-il dit. Frustrée et affamée, Chloé a essayé de demander à Jude et Jay, mais aucun d'eux n'a prêté attention à elle. Après ce qui lui sembla une éternité à être ignorée, Chloé descendit en larmes. Elle essaya d'appeler sa mère, mais le téléphone sonna sans cesse, sans réponse. Désespérée et bouleversée, Chloé se rendit à la cuisine, qu'elle trouva impeccable, sans nourriture en vue. Le réfrigérateur était complètement vide. Chloé sentit une vague de frustration l'envahir. Avant même de s'en rendre compte, les larmes coulèrent. Elle n'avait jamais connu une telle faim à la maison. Sa mère veillait toujours à ce qu'elle ait tout ce dont elle avait besoin. Alors qu'elle pleurait par terre, une pensée lui traversa l'esprit. Elle se souvint combien de fois elle avait vu sa mère préparer des nouilles, et combien c'était facile et rapide. Déterminée, elle essuya ses larmes et se leva. Elle alla droit au garde-manger et attrapa un paquet de nouilles. Le paquet à la main, elle se dirigea vers la gazinière, posa une casserole dessus et essaya d'allumer la cuisinière. Mais tout ce qu'elle entendit fut un clic. Chloé tourna à nouveau le contact, mais tout ce qu'elle obtint fut le même clic. Il n'y avait pas de flamme. Elle savait qu'il devait y en avoir une pour cuire les nouilles, mais rien ne se passa. Chloé, exaspérée, retourna dans la chambre des garçons en hurlant à tue-tête. « J'ai faim. Je vais dire à maman que tu ne veux pas me donner à manger. » s'écria-t-elle amèrement. Les garçons, lassés de ces crises, en eurent finalement assez. John décida de descendre voir ce qu'il y avait à manger, mais lorsqu'il ouvrit le réfrigérateur, il était vide. « Comment est-il possible ? Tante Sarah est censée nous préparer le déjeuner, » murmura-t-il. Il essaya d'allumer la gazinière pour faire cuire les nouilles, mais il n'entendit qu'un clic. Ils n'avaient jamais cuisiné eux-mêmes et ne savaient pas comment allumer la gazinière. Après avoir essayé d'allumer le feu pendant plusieurs minutes, John, frustré, sortit de la cuisine pour se rendre au salon, où JW, Jess et Chloé étaient assis, attendant patiemment leur repas. « Où est la nourriture ?» demanda Chloé avec impatience. « Il n'y a rien à manger. Tante Sarah n'a pas préparé notre déjeuner et elle est sortie, » répondit John. « Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? J'ai faim aussi, » dit Jess en se tenant le ventre. « Allons manger un morceau, » suggéra John. « Mais on n'a pas d'argent. C'est un jour férié et maman ne nous a rien laissé pour le déjeuner, » dit Jude, la frustration visible sur le visage. « Ne vous inquiétez pas, je sais où papa garde l'argent. On peut en prendre et acheter ce qu'on veut, et quand ils reviendront, on s'expliquera, » dit John avec un sourire malicieux. Les enfants acquiescèrent, et John prit un mot dans le tiroir où leur père gardait de l'argent. Peu après, ils quittèrent la maison avec excitation, ignorant que la cuisinière à gaz était toujours allumée, remplissant la maison de gaz. Quelques minutes après avoir quitté la propriété, une forte explosion secoua tout le quartier. Les enfants, désorientés et terrifiés, coururent dans tous les sens, sans comprendre ce qui s'était passé. « John, as-tu entendu ce bruit ?» demanda Jude. « Oui, je l'ai entendu aussi. Je crois que ça venait de chez nous, » répondit Jessie. « Allons voir ce que c'était. » Arrivés devant leur maison, la peur les saisit en voyant les flammes engloutir le bâtiment. Des gens couraient partout pour tenter de maîtriser l'incendie qui ravageait leur maison.
Attends, où est Chloé? Elle était avec nous il y a un instant. Demanda John, pris de panique. Je crois qu'elle a couru dans l'autre sens quand on a entendu l'explosion, répondit Jude. La sécurité de la résidence appela immédiatement M et Madame Compagnie pour les informer de l'incident. Peu après, ils rentrèrent précipitamment du travail pour se rendre compte du chaos qui régnait chez eux. Ils cherchèrent frénétiquement leurs enfants dans les rues. Au bout d'un moment, ils trouvèrent John, Jude et Jessie blottis les uns contre les autres devant la maison d'un voisin, visiblement secoués. Ils furent soulagés de les retrouver sains et saufs. « Dieu merci, vous êtes sains et saufs. J'étais terrifiée en apprenant la nouvelle. Mais où est Chloé? N'était-elle pas avec vous? Demanda Emilia à ses enfants, la peur gravée sur son visage. Nous étions ensemble, mais nous l'avons perdue, dit Jude. La peur s'empara d'Emilia et elle chercha frénétiquement Chloé, mais elle était introuvable. Les heures passèrent, mais la petite fille était toujours portée disparue. Plus tard dans la soirée, Faith, une amie, rentra du travail et fut choquée d'apprendre ce qui s'était passé. « Où est ma fille? Où est mon unique enfant, ma joie ?» demanda-t-elle, paniquée. Elle était avec les garçons, mais après l'incendie, ils l'ont perdue. « Nous la cherchons toujours, » expliqua Emilia, les larmes aux yeux. Faith hurla de terreur tandis que différents scénarios horribles se déroulaient dans sa tête. Que lui serait-il arrivé si quelque chose était arrivé à sa fille? Elle tenta de courir dans le bâtiment en feu pour la chercher, mais des passants la retinrent. « Madame, voulez-vous vous suicider ?» lui demandèrent-ils. « Je ne trouve pas ma fille. Lâchez-moi. Je dois la retrouver. » Gémit-elle. Après des heures de chaos, les flammes furent enfin éteintes et les pompiers confirmèrent qu'il n'y avait pas de victimes. Faith était à la fois soulagée et inquiète, mais Chloé était toujours portée disparue. Ils signalèrent sa disparition à la police, qui leur indiqua qu'il fallait attendre 24 heures avant de déposer un rapport officiel de disparition. Le lendemain, Faith était désemparée, après avoir cherché sa fille partout, sans succès. Ce soir-là, M et Madame Compagnie se rendirent à l'appartement de Faith, le visage empli de larmes et de remords. « Nous sommes vraiment désolés pour ce qui s'est passé. Nous ignorions totalement que Sarah avait laissé les enfants seuls à la maison. Veuillez pardonner notre négligence. Nous n'avons jamais eu l'intention de vous faire de la peine, dit Emilia. Nous faisons tout notre possible pour ramener Chloé saine et sauve. » Faith ne put répondre, elle ne put que pleurer et gémir, le regard vide fixé sur le couple. Quelques instants plus tard, on frappa à la porte. Emilia ouvrit et, à sa grande surprise, Chloé se tenait là, en haillons et sale, mais vivante et en bonne santé. Emilia hurla de joie. « Chloé est de retour! Chloé est de retour !» Faith se précipita vers la porte et serra sa fille fort dans ses bras, les larmes aux yeux. « Je suis tellement désolée, ma puce. Je suis désolée de ne pas avoir été là pour toi quand tu avais le plus besoin de moi. » Pleura-t-elle sans pouvoir se retenir. Après quelques minutes de complicité mère-fille, elles se réunirent toutes dans le salon, où Chloé expliqua ce qui s'était passé. Elle s'était perdue après avoir couru dans une autre direction lorsqu'elles entendirent la forte explosion. Elle erra pendant des heures, ne sachant comment retrouver son chemin. J'en avais assez de marcher, alors je me suis assise devant une épicerie. J'avais très faim, et la femme m'a donné à manger. Elle m'a demandé où j'habitais et m'a emmenée au commissariat. Ils m'ont dit que vous me cherchiez tous depuis hier, a expliqué Chloé. Faith était incroyablement reconnaissante d'avoir retrouvé sa fille saine et sauve. Bien qu'elle n'ait jamais eu la chance de rencontrer la femme bienveillante qui a aidé Chloé, elle a prié pour elle de tout son cœur. Dès lors, Faith s'est juré de toujours faire passer sa fille en premier. Quelques semaines plus tard, elle a décidé de quitter son emploi et de créer une petite entreprise, ce qui lui a permis de passer plus de temps avec sa fille unique. Ensemble, elles se sont lancées dans un voyage aux possibilités infinies, sachant qu'elles pourraient toujours compter l'une sur l'autre. Merci d'avoir regardé. Si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à la liker et à nous dire d'où vous la regardez dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification et de vous abonner à notre chaîne. Nous vous proposerons bientôt une autre histoire intéressante. Au revoir pour l'instant. Il y a de nombreuses années, dans une région tranquille d'Ika, vivait un vieil homme nommé Babajimo. C'était un homme qui avait vu beaucoup de choses dans la vie, avec une épouse aimante et des enfants. Mais la vie avait changé pour lui. Sa femme était décédée il y a de nombreuses années, et ses enfants avaient grandi et étaient partis vivre loin pour mener leur propre vie. Maintenant, il vivait seul dans sa grande maison, qui avait de nombreuses chambres pour des locataires.
Mais il n'était pas complètement seul, car ses locataires animaient la cour. Ils parlaient, riaient et parfois se disputaient, mais leur présence rendait l'endroit chaleureux. L'un des locataires les plus proches de Babajimo était Papa Adana, un autre vieil homme qui avait également perdu sa femme. Mais contrairement à Babajimo, Papa Adana n'était pas seul. Il avait 2 filles, Adana et Cha. Les filles étaient jeunes, pleines de vie, et veillaient toujours à ce que leur père soit bien pris en charge. Adana et Cha étaient généreuses, et elles cuisinaient souvent des plats supplémentaires pour en apporter à Babajimo. Malgré la gentillesse de ses locataires, beaucoup de gens pensaient que Babajimo avait besoin d'une nouvelle femme. À chaque fois que ses enfants l'appelaient, il lui rappelait « Baba, tu es trop vieux pour vivre seul, trouve-toi une femme qui prendra soin de toi. » Même ses locataires le taquinaient. « Baba, tu as besoin d'une femme pour te préparer à manger et laver tes vêtements. » Mais Babajimo riait toujours et secouait la tête. « Je suis trop vieux pour tout ça, à quoi me servirait une femme maintenant ?» Puis, un jour, quelque chose d'inattendu se produisit. Un après-midi ensoleillé, Babajimo convoqua tous les locataires pour une réunion. Ils se rassemblèrent sous le grand manguier dans la cour, chuchotant entre eux. « Que peut bien vouloir nous dire Baba ? Peut-être qu'il va augmenter le loyer. » À cet instant, Babajimo apparut, accompagné d'une femme. « J'ai convoqué cette réunion pour vous informer des récents développements. Voici ma nouvelle épouse, Irti, et elle est désormais la propriétaire de cette maison. » Tout le monde fut surpris. Babajimo s'était marié. Irti était une grande femme à la peau foncée, dans la quarantaine. Elle n'avait jamais été mariée auparavant. Elle se tenait à côté de Babajimo avec un léger sourire, mais observait les locataires avec attention. Les locataires applaudirent poliment, mais certains étaient encore sous le choc. « Alors, Baba a finalement accepté de se marier ? Je pensais qu'il avait dit qu'il n'avait pas besoin de femme. » Malgré leur surprise, ils accueillirent Irti. Elle leur sourit, bien que certains remarquèrent que son sourire ne semblait pas sincère. Au début, la vie dans la cour continua normalement. Irti devint amicale avec les femmes de la cour, saluant les gens et bavardant parfois avec eux. Les enfants l'aimaient bien aussi. Tout semblait aller pour le mieux, mais bientôt, de petits problèmes commencèrent à apparaître. Irti était femme au foyer, ce qui signifiait qu'elle avait beaucoup de temps libre. Chaque jour, elle lavait des vêtements, beaucoup de vêtements. Cela surprenait tout le monde, car peu importe la quantité de vêtements qu'elle lavait la veille, elle avait toujours une grande pile à laver le lendemain. Un matin, Clé, un jeune célibataire du compound, sortit avec son linge mouillé. Il se dirigea vers la corde à linge, mais s'arrêta net. La corde entière était déjà remplie de vêtements, tous appartenant à Irti. Clé soupira et alla frapper à sa porte. « Oui, » répondit-elle. « Madame la propriétaire, s'il vous plaît, pouvez-vous déplacer certains de vos vêtements pour que je puisse étendre les miens ?» Irti ouvrit légèrement la porte et fronça les sourcils. « Il n'y a pas de place. Vous pouvez étendre vos vêtements sur la clôture ou attendre demain. » Le visage de Clé se durcit. « Ce n'est pas juste, madame. Vous faites cela tous les jours, comme si vous étiez la seule à vivre ici. » Irti croisa les bras et répondit. « Et alors ? C'est la maison de mon mari. Je fais ce que je veux. Si cela ne vous plaît pas, partez. » Avant que Clé ne puisse répondre, elle claqua la porte. Les autres locataires, qui avaient entendu le bruit, sortirent. « Elle est toujours comme ça, » se plaignit une femme. Les filles de Papa Adana, Adana et Cha, étaient parmi la foule. Cha posa ses mains sur ses hanches et ricana. « Si elle essaie ça avec moi, je jetterai tous ses vêtements par terre. » Adana acquiesça. « Elle ne doit pas essayer avec nous. Nous étions ici avant elle. » La tension dans la cour augmentait, mais tant qu'Irti ne dépassait pas certaines limites, les locataires la laissaient tranquille. Cependant, le jour où elle croiserait les mauvaises personnes approchait, et ce jour-là, tout exploserait. Irti se considérait comme la reine de la cour. Elle faisait ce qu'elle voulait, quand elle le voulait. Elle s'appropriait la corde à linge et dominait l'espace commun de la cuisine. Elle parlait rudement aux locataires, leur rappelant qu'elle était la propriétaire. Bien que beaucoup de locataires étaient en colère, la plupart préféraient l'éviter pour éviter les problèmes. Sauf Adana et Cha. Elles avaient observé le comportement d'Irti depuis longtemps. Elles l'avaient entendu insulter leur père lorsqu'il lui demandait de calmer les choses, et maintenant, elles attendaient le jour où elle s'en prendrait à elle. Un matin, ce jour arriva. Cha se leva tôt avec l'intention de laver une grande pile de vêtements. Elle voulait finir avant que le soleil ne devienne trop chaud.
Elle sortit avec son seau et son savon et commença à laver devant la cour. Tout se passait bien jusqu'à ce qu'Irti sorte avec un seau encore plus grand rempli de vêtements mouillés. Sans dire un mot, Irti se dirigea vers la corde à linge et commença à étendre ses vêtements. Chat leva les yeux. « Excusez-moi, madame la propriétaire, je suis encore en train de laver. J'aurai besoin de la corde à linge aussi. » Irti l'ignora et continua à remplir la corde jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de place. Chat fronça les sourcils. « Madame, je vous parle. Où vais-je étendre mes vêtements quand j'aurai fini de laver ?» Irti ne répondit toujours pas et s'éloigna. Chat bouillonnait de colère mais resta silencieuse. Elle continua à laver, mais une fois qu'elle eut terminé, elle repoussa les vêtements d'Irti sur un côté et étendit les siens. Quand Irti revint et vit la scène, elle fut pétrifiée. Ses vêtements, soigneusement étendus, étaient maintenant repoussés d'un côté, tandis que ceux de Chat occupaient toute la corde. Irti cria si fort que tous les voisins sortirent. « Qui a touché à mes vêtements? Qui les a pressés comme ça ?» hurla-t-elle. À ce moment-là, Adana sortit pour aider Chat à rentrer ses vêtements secs. Irti se tourna vers elle, furieuse. « As-tu touché à mes vêtements ?» Adana la regarda sans peur. « Madame la propriétaire, ai-je l'air de quelqu'un qui a lavé aujourd'hui? Ne me mettez pas en colère. » Le visage d'Irti devint rouge de fureur. Elle ramassa ses vêtements en jurant et rentra à l'intérieur. Mais à partir de ce jour-là, elle marqua Adana et Chat comme ses ennemis. Elle ne comptait pas laisser passer cela. Iri savait que les autres locataires ne l'aimaient pas, mais ces deux petites filles étaient les seules à oser la défier ouvertement. Elle n'avait pas peur d'elle, elle ne la respectait pas, et pire encore, elle ne le cachait pas. Même Adana et Chat avaient cessé de saluer Iri depuis l'incident avec la corde à linge. Elle l'ignorait complètement. Si elle passait près d'elle, elle faisait semblant de ne pas la voir, et lorsqu'elle parlait, elle faisait des remarques sarcastiques assez fortes pour qu'elle les entende. Certaines femmes parlent trop, mais elles ne peuvent même pas se battre, disait souvent Adana. Chat ajoutait alors, une femme sans enfant devrait au moins avoir du caractère, mais certaines personnes n'ont rien. Iri faisait semblant de ne pas se soucier de cela, mais au fond d'elle, elle bouillait de colère. Jamais elle n'avait été aussi ouvertement méprisée et insultée, et elle attendait le bon moment pour leur donner une leçon. Puis, un soir, l'occasion parfaite s'est présentée. Adana s'était réveillée d'une sieste et avait pris ses 4 seaux vides. Le robinet général dans la cour avait recommencé à couler après 2 jours sans eau. Elle savait que si elle ne se dépêchait pas, la file d'attente serait longue. Elle s'est précipitée vers le robinet et a mis ses seaux en ligne, attendant son tour. Juste au moment où elle remplissait son premier seau, Iri est arrivée avec un seul seau. Elle s'est tenue à côté d'Adana, observant pendant qu'elle remplissait son premier seau. Puis, Iri s'est avancée tranquillement et a posé son seau juste après celui d'Adana. Cette dernière la regarda et secoua la tête. « Propriétaire, s'il vous plaît, retirez votre seau. J'ai encore 3 seaux à remplir. » Iri a levé un sourcil. « Je n'ai qu'un seau. Laissez-moi remplir maintenant, » a-t-elle dit. Adana a croisé les bras et a répliqué. « Même si vous n'avez qu'un demi-seau, vous devez attendre votre tour. » Le visage d'Iri s'est crispé. « Jeune fille, respecte-toi, » a-t-elle averti. Adana a souri avec mépris. « C'est vous qui devriez vous respecter, propriétaire. Le respect se mérite, il ne se force pas. » Les yeux d'Iri se sont assombris. Elle a saisi son seau et a essayé de le forcer sous le robinet. Adana l'a repoussé et a répété « Attendez votre tour ». Les autres locataires ont arrêté ce qu'ils faisaient et se sont tournés pour regarder la scène. Personne ne bougeait ni ne parlait. Tout le monde savait que la bataille qu'ils attendaient était enfin arrivée. La respiration d'Ira devenait lourde. Elle attrapa ses seaux et essaya de les pousser à nouveau, mais Adana les repoussa violemment. Soudain, le seau d'Ira glissa de ses mains, tomba par terre et se brisa en morceaux. Il y eut un moment de silence, puis, sans réfléchir, Ira leva la main et gifla Adana en plein visage, une gifle chaude et amère qui résonna dans tout le camp. Adana vacilla en touchant sa joue, puis, avant que quiconque puisse réagir, Adana la poussa si fort que la femme faillit tomber. « Toi, tu oses me toucher, sale femme !» cria Adana. Ira fulmina contre elle. « Je vais t'apprendre à respecter tes aînés. Ne sais-tu pas que je pourrais être ta mère ?» Chat, qui se trouvait à proximité, s'avança en pointant du doigt Ira. Sa voix était aussi acerbe que tout ce que l'on pouvait imaginer. « Tu ne seras jamais notre mère. » Tout le monde se tourna pour la regarder.
Chat fit un pas de plus et plongea ses yeux dans ceux d'Ira. Tu es une sorcière stérile qui a dévoré tous les enfants dans son ventre. Les gens restèrent figés de stupeur. Même la bouche d'Adana s'ouvrit de surprise. Ira se tint immobile, comme si quelqu'un lui avait versé de l'eau froide dessus. Ses lèvres tremblaient, ses mains secouaient. Jamais dans sa vie quelqu'un n'avait osé l'insulter de cette manière. Elle ouvrit la bouche pour parler, mais Chat n'avait pas terminé. Tu penses que parce que tu es mariée à Babajimo, tu es importante? Poursuivit Chat. Tu n'es rien. Personne ne te respecte. Tu n'es qu'une femme que personne n'a jamais voulu jusqu'à ce qu'un vieux veuf vienne te prendre. Le visage d'Ira se décomposa, son corps trembla de colère, de douleur et de honte. Les autres locataires restèrent figés, regardant, incrédules. Un instant, personne ne parla, puis Ira se retourna et rentra dans sa maison, claquant la porte avec force. Son cœur battait si fort qu'elle avait du mal à respirer. Les locataires échangèrent des regards choqués, puis, lentement, ils commencèrent à murmurer entre eux. Elle a vraiment trouvé son adversaire dans cette fille, dit l'un d'eux. Mais la bouche de Chat est vraiment acérée. Ajouta un autre. Tu as vu comment le visage d'Ira a changé? C'était comme si elle avait vu un fantôme. Pendant qu'ils chuchotaient, Adana et Chat prirent leur eau et partirent sans regarder en arrière. Ce soir-là, lorsque papa Adana rentra à la maison, ses filles lui racontèrent tout ce qui s'était passé. En écoutant, son visage s'assombrit de colère. « Elle t'a giflé ?» demanda-t-il à Adana. « Oui, papa, répondit-elle. Elle voulait prendre de l'eau avant son tour ? Oui, papa, continua Adana. Et toi, tu l'as insultée ? Chat leva le visage. Oui, papa. Papa Adana prit une grande inspiration, puis se leva et marcha directement vers la maison de Babajimo. En arrivant, Babajimo et Ira étaient en train de dîner. Papa Adana ne s'assit pas. Il ne salua même pas. Il alla droit au but. Dites à votre femme de rester loin de mes filles, dit-il. Babajimo leva les yeux, surpris. Quoi? Que s'est-il passé? Demanda-t-il. Papa Adana lui raconta tout. Elle cherche toujours à les ennuyer. Ira doit éviter mes filles, parce que nous vivions en paix avant qu'elles n'arrivent dans ce camp. Ira laissa tomber sa cuillère. Elle ne pouvait pas croire ce qu'elle entendait. Elle regarda papa Adana et secoua la tête. Donc, au lieu de corriger vos filles, vous les soutenez? Demanda-t-elle. Le visage de papa Adana resta ferme. Si tu touches encore à mes filles, j'oublierai que je suis un vieil homme et je t'apprendrai une leçon amère, avertit-il. Babajimo soupira et se frotta le front. Ne rendons pas cela plus amer que ça ne l'est déjà. Ira, s'il te plaît, reste loin d'elle. Je ne veux pas d'autres problèmes dans ce camp. Le cœur d'Ira brûlait de rage. Elle avait espéré que Babajimo la défendrait, mais au lieu de cela, il prenait leur parti. Elle se sentit insultée, trahie. Et tandis qu'elle regardait papa Adana quitter leur maison, ses doigts se crispèrent en poing, ses dents se serrèrent, ses yeux s'assombrirent, et dans son cœur, elle fit une promesse silencieuse. Ils paieront tous. Adana paiera. Chat paiera. Même papa Adana paiera. Cette nuit-là, alors qu'elle était couchée, sa colère se transforma en quelque chose d'autre. Son esprit ne pensait plus qu'à une seule chose, la vengeance. Le camp était calme ce vendredi soir-là. Le soleil commençait à se coucher et la brise froide du soir portait l'odeur de la nourriture fraîchement cuisinée. Dans l'une des petites cuisines utilisées pour la cuisine collective, Chat préparait une marmite de délicieuses soupes de légumes. Son père et sa sœur Adana étaient allés faire des courses plus tôt dans la journée. Elle chantait doucement en remuant la marmite, l'arôme remplissant l'air et faisant gargouiller son estomac de faim. Lorsque la soupe fut prête, elle la versa dans un grand bol et la posa sur la table. Peu de temps après, papa Adana et Adana revinrent. « Ah, ça sent bon, » dit papa Adana en souriant en s'asseyant. Chat sourit. « Oui, papa, c'est ta soupe préférée. » Ils se lavèrent tous les mains, s'assirent et commencèrent à manger. La soupe était délicieuse, mais 10 minutes plus tard, tout changea. Papa Adana s'arrêta soudainement de manger, pressa son ventre et grogna de douleur. « Ah, mon ventre !» Chat leva les yeux, surprise. « Papa, ça va ?» Le visage de papa Adana se tordit de douleur. Il serra son ventre encore plus fort et gémit encore plus fort. Chat se leva rapidement pour lui chercher de l'eau, mais alors qu'elle faisait un pas, elle ressentit une douleur aiguë dans son propre ventre. Elle se figea et lâcha la tasse. Son visage se crispa. « Ah, mon ventre, ça brûle !» cria-t-elle.
Adana se leva de peur. Chat, papa, qu'est-ce qui se passe? Avant qu'elle ne puisse réagir, Chat et papa Adana se mirent à tousser violemment. Puis du sang commença à sortir de leur bouche. Adana resta figée d'horreur. Chat, papa, que se passe-t-il? Elle courut à leur côté, les secouant, mais ils ne faisaient que tousser encore plus fort. Quelqu'un, aidez-moi! Des voisins, aidez-moi! Cria-t-elle. Puis, soudain, elle ressentit à son tour une douleur aiguë dans son ventre. Elle tomba à genoux, tenant son ventre. Elle sentait quelque chose bouger à l'intérieur d'elle. Elle ouvrit la bouche pour crier, mais aucun son ne sortit. Puis tout devint noir. Les voisins qui avaient entendu les cris terribles accoururent. Ils se figèrent en voyant la scène devant eux. Ils virent le repas non terminé, puis papa Adana et Chat, qui gisaient sans vie sur le sol, les yeux ouverts et du sang coulant de leur bouche. Adana était allongée par terre, à peine en train de respirer. Les gens crièrent, paniqués. Qu'est-ce qui s'est passé? Ont-ils mangé du poison? Qui a fait ça? Certains sortirent du camp pour chercher de l'aide, tandis que d'autres restaient figés, regardant le repas inachevé sur la table. Peu après, Baba Jimo arriva. Il entra dans la pièce et s'arrêta net. Ses yeux s'agrandirent en voyant les corps. Non, 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 cria-t-il. Puis, soudain, il se retourna et courut chez lui. Quelques secondes plus tard, il revint, tenant une petite substance noire enveloppée dans un tissu. Sans perdre de temps, il s'agenouilla à côté d'Adana et lui força la poudre noire dans la bouche. Les voisins regardaient en silence. Un moment passa, sans rien. Sans prévenir, les yeux d'Adana s'ouvrirent brusquement, et elle commença à vomir. Mais ce qui sortit de sa bouche glaça le sang de tout le monde. Des petits clous en fer, des morceaux de verre brisés, et un liquide noir et épais. Les spectateurs horrifiés poussèrent des cris d'incrédulité. Ce n'est pas normal. C'est de la sorcellerie pure, cria quelqu'un. Mais avant qu'Adana ne finisse de rejeter ce contenu surnaturel, son corps s'immobilisa. Ses yeux se retournèrent, et elle rendit son dernier souffle. Le silence s'abattit sur la cour, tous restèrent figés, 3 vies avaient été fauchées, et personne ne savait qui blâmer. Du moins, pas encore. Le lendemain matin, la police arriva pour enquêter sur cette scène macabre. Ils examinèrent la nourriture, inspectèrent les corps, mais aucun indice évident n'émergea. Puis, une des femmes du marché qui vivait dans la cour s'avança timidement. Dégageant sa gorge, elle avoua. J'ai vu Ira près de la cuisine quand Chat cuisinait hier soir. Elle agissait de façon étrange, mais je n'y ai pas prêté attention à ce moment-là. Elle a dû empoisonner la soupe. Un autre locataire ajouta, oui, je l'ai vue aussi. Ce même soir, elle a fait ses bagages et a dit qu'elle partait en voyage. Elle n'est pas revenue depuis. À ces mots, la police se tourna vers Baba Jimo. Où est votre femme? Demandèrent-ils. Baba Jimo secoua la tête, confus. Je ne sais pas. Elle est partie hier, et je ne l'ai pas vue depuis. Les officiers froncèrent les sourcils. Votre femme est la principale suspecte ici. Si nous ne la retrouvons pas, c'est vous que nous emmènerons à sa place. Ils arrêtèrent immédiatement Baba Jimo. Au commissariat, Baba Jimo resta ferme. Je ne sais rien de tout cela, insista-t-il. Si vous dites que c'était du poison, alors apportez des preuves. Vous ne pouvez pas me détenir pour sorcellerie. Pendant des heures, la police l'interrogea, essayant de lui soutirer des aveux. Mais Baba Jimo ne céda pas. Si vous voulez arrêter quelqu'un, allez chercher Ira. Sinon, relâchez-moi. J'ai un enterrement à organiser. Finalement, la police n'eut pas d'autre choix. Même les tests en laboratoire sur la nourriture ne révélèrent aucun signe de substance toxique. Sans preuve, ils furent obligés de le libérer. De retour chez lui, Baba Jimo rassembla tous les locataires. Son visage était lourd de chagrin. « Je suis profondément désolé pour ce qui s'est passé », commença-t-il, d'un ton grave. « C'est une tragédie terrible, et nous devons tous nous unir pour leur offrir un enterrement digne. » Les locataires, tout aussi secoués, acquiescèrent en silence. Tout le monde contribua financièrement, et les dispositions furent prises pour transporter les corps dans leur village. Un funéraire sobre fut organisé, et la cour sombra dans le deuil. Mais quant à Ira, elle ne fut plus jamais vue, ni par Baba Jimo ni par quiconque. Certains murmuraient qu'elle avait fui très loin, sans jamais revenir, tandis que d'autres pensaient qu'elle avait rencontré son destin funeste en chemin. Cependant, une chose était certaine, Baba Jimo regrettait profondément de l'avoir épousée.
Debout devant les tombes de Papa Adana, Adana Esha, il fit un vœu solennel. Avec chaque fibre de son être, il jura, « Où que tu sois, Ira, tu n'échapperas jamais à la punition pour ce mal que tu as commis. » Alors que l'histoire se terminait, merci d'avoir suivi cette histoire. Parfois, quand vous voyez quelqu'un danser sans honte et nu dans un marché, souvenez-vous que cette personne peut avoir un sponsor qui nourrit sa folie dans l'ombre. Donc, tenez-vous à l'écart et ne vous mêlez pas à son chaos, car vous pourriez ne pas en sortir indemne. Certains ont vendu leur âme au diable et ne se soucient plus des conséquences, tant qu'ils entraînent d'autres avec eux dans leur chute. Le narrateur continua. Proverbe 14h16 dit, « Le sage est prudent et évite le danger. » La prudence est primordiale. Partagez vos réflexions sur cette histoire dans les commentaires. Quelles leçons avez-vous tirées? Partagez aussi cette histoire avec vos proches et mettez un pouce bleu à cette vidéo. Abonnez-vous à cette chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et jusqu'à ce que je vous raconte une autre histoire. Au revoir.